De retour sur ce plateau, nous allons aborder notre deuxième sujet, mais bien avant, on fait un dernier tour sur l'AG des Nations Unies. Prosper Aboklou, un dernier mot, est-ce que l'Afrique aura une place et si oui, que doit-elle faire pour l'avoir? Oui, il fallait qu'il amène le sujet sur le panafricanisme. Ça doit être le sujet pimpant de l'Afrique là-bas, parce que tout autre sujet ne le concerne pas. Parce que Credo vient de le dire, ce sont les grands, les puissants du monde qui détiennent, qu'est-ce qu'on peut dire, qui détiennent les réalités dont ils disposent. Ce sont eux qui commandent, qui amènent l'ordre du jour. Il faut que l'Afrique n'y va pas pour subir, comme les autres viennent de le dire. Il faut qu'ils amènent un sujet concernant le panafricanisme. Parlons totalement de l'Afrique, de la liberté de l'Afrique. La France ne parlera plus à notre nom. Il faut que l'Afrique même s'organise pour pouvoir parler à son nom, parce que... Les représentants africains sont là, ils parlent en leur nom, ils n'ont pas besoin de la France pour... Non, le problème est ainsi. Il n'est pas institué que c'est la France qui va parler à notre nom. Si nous avons commis des défaillances, c'est à nous de les régler, monsieur. Oui, c'est ce que je dis, c'est là, alors, donc il faut qu'on se base sur le thème, le panafricanisme. Est-ce que le panafricanisme concernerait les autres pays, puisque c'est au plan mondial? Est-ce que ça concernerait les autres? Oui, il faut comprendre ce qu'il dit. C'est une réalité aujourd'hui, parce que ça fait débat. Le problème du panafricanisme fait débat. Est-ce que ça ne fait pas seulement débat en Afrique? Est-ce que ça concerne les Français? Est-ce que ça concerne les Américains? Mais tout ce qui vient de nous concerne. Quand ils se sont battus lors de la Première Guerre mondiale, l'Afrique a combattu. Est-ce que ça nous concernait? Là, nous sommes concernés. Ah oui, donc je dis ici... On ne parle plus de Première Guerre mondiale. Non, écoutez, à chaque fois, nous sommes mêlés et on nous mêle à leur histoire. Maintenant, on a une histoire particulière, un sujet particulier. Pour moi, si l'Afrique amène ce débat-là, là-bas, on en discute et on tirera un trait point barre. Merci beaucoup, Prosper Aboklou. Pasteur, moi, mon dernier mot, c'est que l'Afrique, il va falloir quand même une fois que tous les Africains se concertent et boycottent l'Assemblée générale. C'est ça. Et leur laisser les chaises vides. Comme ça, ils vont s'en rendre compte. Il disait quelque chose de très important tout à l'heure. Et qu'il doit dire quelque chose, c'est que le gouvernement malien est allé quand même provoquer les Nations Unies, l'Assemblée générale, provoquer. Et des propos qui sont sortis, on a su quand même qu'il y a des discours, c'est vrai. Que la suite, c'est que, bon, qu'est-ce qui a marché par la suite? C'est ça la question. On a beau faire le discours, mais la suite, c'est que la suite... Justement, c'est ça. Ce que ça donne. Quelles sont les actions qu'on pose pour donner de la valeur à ces discours? Et donc, aujourd'hui, il faut carrément boycotter cette Assemblée générale parce qu'on n'en tire pas profit. C'est les puissants. Vous voyez, quand vous prenez aujourd'hui les BRICS, vous prenez les G20, vous prenez les G77. Donc c'est parce que, en fait, les Nations Unies ont carrément échoué. Ce qui a donné naissance à ces regroupements pour pouvoir défendre leurs intérêts. Donc les Nations Unies n'ont pas apporté grand-chose. Et pour l'Afrique, ça ne sert à rien de continuer par faire ce voyage de prestige à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Ok. Credo, un dernier mot sur cet âge de l'ONU? Non, mais moi je crois que l'Afrique ne doit pas boycotter. Donc je vais prendre le compte-pied de ce que le pasteur a dit. Vous savez, il y a, disons, l'escalier de l'ordre mondial. L'Afrique est membre. Les pays africains sont membres de l'Organisation des Nations Unies. Je crois que s'il y a des réalités, s'il faut adopter des postures pour se faire entendre, à l'image de ce que l'officiel malien a fait avec un langage de vérité. Donc je crois que si d'autres États également tiennent des langages de vérité. Donc je ne veux pas dire aller dans le vulgaire ou bien aller dans le populisme, parler comme les gens voudraient entendre sur les réseaux sociaux, tout en étant responsable. Je crois qu'on peut faire changer les choses. Maintenant, vouloir jouer au boycott, donc je crois que ça se joue à l'Assemblée générale. Ça se joue à New York. Nos chefs d'État... 78 ans après, ça a donné quoi à Credo? 78 ans, nous relevons, disons, les faiblesses, mais également ça a contribué dans une certaine mesure. Parce que, vous savez, lorsque je dis que l'Afrique doit faire son autocritique, c'est que
en tant que continent africain, qu'est-ce que nous avons à revendiquer? Maintenant, on ne va pas rester dans les tribunes pour dire qu'on va influer sur l'ère de jeu. Donc c'est là où moi je dis, j'aurais souhaité que, c'est pourquoi je ne m'inscris pas dans cette dernière logique du pasteur Edokomi, la logique du boycott. Non, les États africains peuvent se faire entendre autrement tout en participant à ces assemblées générales, mais en ayant des postures assez fermes pour que ça ne soit pas une relation du dominant au dominé. Merci beaucoup. Nous allons rester avec vous, Credo, pour aborder notre deuxième sujet, les avocats. Nous prenons la direction du Sénégal. Détention de Sonko, le PASTEF saisit la Cour de justice de la CEDEAO. Les avocats de l'opposant Ousmane Sonko et de son parti, donc le PASTEF, ont déposé 2 requêtes auprès de la Cour suprême du Sénégal et de la Cour de justice de la CEDEAO afin qu'elle ordonne à l'État du Sénégal de suspendre la dissolution du parti, donc le PASTEF, et de rétablir les droits politiques du parti en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Les avocats demandent à la Cour de la CEDEAO de se prononcer de façon accélérée, c'est-à-dire dans 48 heures après réception donc de leur requête, car le démarrage de la collecte des parrainages pour la présidentielle de 2024 est dans pratiquement une semaine. Credo, ce ne sera pas avec vous. Commencez. J'ai réussi le coup. J'ai réussi le coup d'État. J'ai réussi le coup d'État. J'ai réussi le coup d'État. Donc c'est l'institutionnel ou bien... Non, c'est vous dire que cette démarche est louable des partisans de Sonko. Vous savez, la démocratie sénégalaise a commencé par battre de l'aile depuis un certain moment. Nous avons vu ces 3 dernières années ce qui s'est passé au Sénégal avec la montée en puissance de Sonko avec son parti, ce qui fait craindre au camp de Macky Sall que les choses risquent de tourner à sa défaveur jusqu'à ce qu'il annonce il renonce à une troisième candidature pour l'élection présidentielle. Et donc la dissolution même de ce parti, on ne sait pas ce qu'on reproche vraiment au parti de Ousmane Sonko PASTEF, parce que est-ce que PASTEF a violé la loi de l'achat des partis politiques au Sénégal? Personne ne saurait le dire. Et je pense que ça, c'était fondamental. C'est vrai quand même que Ousmane Sonko a acquis une certaine popularité au Sénégal. Et les manifestations qui ont eu lieu contre la volonté, les velléités du président sénégalais à se présenter pour une 3e fois. Je crois que tout cela, ça faisait, comme je le disais, ça faisait craindre ça donnait de l'insomnie au camp de Macky Sall, donc il fallait dissoudre le parti. Mais cette dissolution, c'est antidémocratique. Ce n'était pas normal. On ne peut pas se lever d'un jour comme ça, dissoudre un parti politique qui n'a pas, sincèrement, qui n'a pas appelé, on n'a pas vu quand même une insurrection. C'est vrai qu'il y avait des mouvements politiques, mais ça est-ce que les appels de Sonko, de ses proches aussi, n'ont pas quand même donné raison à la justice quelque part, ici sur ce plateau, nous avons regretté quand même certaines positions trop extrémistes de PASTEF, mais aller jusqu'à dissoudre le parti, ce n'était pas quand même recommandé en démocratie comme le Sénégal. Le Sénégal pouvait donner mieux que ça. Et ça c'est ça qui commençait par ternir l'image de ce Sénégal en matière de démocratie et de l'état de droit. Donc aujourd'hui, la démarche des partisans de Ousmane Sonko d'introduire une demande, un recours, de saisir la Cour de la CEDEAO est une manche. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, revenons un peu à la Cour de la CEDEAO qui fait quand même un travail, ça il faut le saluer. C'est la seule cour, c'est l'instance de la CEDEAO quand même qui fait quand même un bon travail, sauf que ces décisions ne sont pas contraignantes, c'est ça. Donc il y a des décisions qui sont prises, mais les pays membres normalement elles sont contraignantes, c'est parce que les pays ne les respectent pas. Si elles sont contraignantes selon les tests, en principe, cela devait être suivi d'un isolement par rapport aux pays qui refusent d'appliquer les décisions de la CEDEAO. Mais malheureusement, chaque fois que la CEDEAO prend des décisions, des fois on respecte certaines décisions, d'autres on ne les respecte pas. Donc c'est ça qui rend un peu léger
Hein, cette cour, les juges sont responsables et font de très bons Alors, boulot. pasteur, je reste Oui. toujours avec vous. La démarche telle qu'engagée aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas dans une course contre la montre qu'on se lance? On donne 48 heures à la Cour pour se prononcer parce que déjà dans une semaine pratiquement, on va lancer la collecte de parrainage et dans 5 mois, les élections auront lieu alors qu'on sait que la situation était là depuis. Est-ce qu'on s'y prend pas trop tard? Bon, selon la loi, la saisine de la Cour, ça se joue en combien de temps? Bon, donc c'est compte tenu de parrainage des candidats à l'élection présidentielle que le parti le PASTEF est en train de quand même de pousser la Cour de la CEDEAO à pouvoir réagir. Tout compte fait, c'est une démarche louable et nous, on espère quand même que les juges de la CEDEAO puissent réellement se pencher sur ça parce que la dissolution de ce parti devenait, c'est-à-dire une eau qui a débordé le vase. Prosper Aboklou, le PASTEF saisit d'abord la Cour suprême du Sénégal et la Cour de justice de la CEDEAO pour obtenir justice pour son rétablissement au Sénégal et aussi peut-être annuler la décision de radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales, peut-être lui donner une chance pour se présenter à cette élection. Votre regard, est-ce qu'on s'y prend pas trop tard? Bon, on s'y prend trop tard peut-être dans le principe, mais je crois quand même que cela valait la peine d'être fait. Autant dire le PASTEF a traversé donc des moments tumultueux. Il fallait donc toute une sérénité, la sérénité pour pouvoir vraiment recoller les morceaux. Et cela dit, je crois quand même que tout ce temps qu'il faut passer, ce sont des procédures qu'il faut rassembler, qu'il faut faire pour pouvoir atteindre donc ce niveau. Si c'est par un simple coup de fil, je crois que quelqu'un se serait désigné au sein du passé, le fait depuis. Donc, il y a des procédures à faire. Donc, cela a peut-être pris du temps. Il faut rassembler les éléments de preuve qui vont étayer donc les argumentaires donc des avocats pour pouvoir vraiment édifier cette cour-là. Donc, je crois quand même que tout ça là a fait que le PASTEF ne s'y est pas vraiment n'est pas arrivé donc peut-être à temps, mais vous savez les décisions telles qu'elles sont si elles sont bien fignolées, savamment faites, je crois que comme on appelle la Cour de justice de la CEDEAO, comme elle a été souvent sollicitée et a rendu oui voilà, donc c'est qu'on a quand même tendance à croire que bon, quelles que soient les dispositions, il peut avoir toujours des lois organiques qui remettent en cause, par exemple, au moment où, par exemple, le passé, parce que les avocats ont suscité quand même de l'espoir, parce qu'ils se disent que la décision prise s'est faite donc dans l'illégalité. Donc, à cela, ils pensent que la Cour de justice tranchera à leur faveur. Donc maintenant, qu'elle tranchera à leur faveur, les élections, c'est en 2024. Donc je crois qu'ils disposent encore un peu de temps pour pouvoir se rattraper et demander, faire le parrainage. Vous savez, en politique, tout change d'un moment à un autre rapidement. Vous savez, il y aura toujours des réservistes, des gens qui seront toujours tentés de croire que le PASTEF reviendra et peut-être en un laps de temps, on peut signer rapidement donc ces parrainages-là et permettre à ce que le PASTEF y va. Donc tout espoir n'est pas encore perdu. Credo Tété, le PASTEF saisit la Cour suprême du Sénégal, mais aussi la Cour de justice de la CEDEAO pour se faire justice. Non, je crois que les responsables du PASTEF ont voulu jouer sur deux fronts. Sûrement qu'ils n'ont pas tellement confiance en la Cour suprême du Sénégal. Donc, puis l'avocat l'a dit aussi, l'espoir est plus au niveau de la CEDEAO. L'espoir est beaucoup plus au niveau de la CEDEAO et c'est dans l'ordre normal des choses. Lorsqu'on n'arrive pas à avoir une oreille attentive auprès des instances judiciaires nationales. Et je crois que c'est dans les tests même de la CEDEAO qui a été adopté par la conférence des chefs d'État. C'est qu'il faut épuiser tous les recours au plan national et avant de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Si le PASTEF a fait cette action, donc je crois que le PASTEF est dans son rôle parce que le PASTEF voudrait se voir rétablir dans son plein rôle, dans ses prérogatives,
en vue de mieux aborder le processus électoral qui commence aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la veille des élections qu'on va commencer les actions parce qu'il y a tout un processus, il y a toute une série d'actes qu'il faut faire pour être candidat. Donc, je crois que l'imminence même des élections et vu le calendrier électoral a fait, donc c'est ce qui justifierait, disons, cette saisine rapide de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais moi, là où je suis un peu surpris, je suis un peu étonné, c'est que le PASTEF prête l'intention d'un parti politique qui voudrait donner de l'ordre des instructions à la Cour de justice de la CEDEAO. Il y a les mécanismes, mais dire publiquement que nous donnons 48 heures à la Cour de justice de la CEDEAO pour se prononcer sur le sujet, moi je crois que c'est de se prendre assez mal. Et une fois que la requête est déposée, il y a les voies. Donc on peut également faire le lobbying et les avocats connaissent les couloirs. Donc il va falloir que le sujet soit retenu pour être plaidé. Mais pour que le sujet soit retenu, donc il faut qu'au niveau du greffe, qu'il y ait des actions qui soient faites. Donc j'aurais voulu ou bien j'aurais souhaité que ça ne transparaisse comme on est en train de donner une sommation à une cour de justice. Donc là, la cour de justice peut ne pas se prononcer dans les 48 heures. Qu'est-ce que le PASTEF va faire? Donc le PASTEF va dire pourtant nous avons donné des instructions, mais le PASTEF ne peut aucunement donner des instructions à la cour de justice. Alors est-ce que c'est parce que le PASTEF s'y prend tard que cette possibilité pourrait advenir, que la Cour de justice ne se prononce pas dans les 48 heures, ou bien c'est parce qu'on a dit que la Cour devrait se prononcer dans 48 heures qu'on va dire non, on n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit? Non, ce n'est pas toujours dans cette logique. Et donc il va falloir que les juges de la Cour aussi s'imprègnent de la requête. Et est-ce que la requête qui a été transmise, est-ce que les juges, avec toutes les délibérations, tous les arrêts et toutes les audiences qui tiennent, est-ce qu'on arrivera à programmer à temps le sujet du PASTEF? Tout est question de la programmation. Une fois que la programmation elle est faite, s'ils ont la chance que la programmation est faite, disons, à l'instant, cette nuit ou bien demain matin, donc là, on peut vider le dossier et la Cour de justice pourra se prononcer. Mais vous savez, lorsqu'il s'agit d'une procédure judiciaire, naturellement, ça prend du temps. Mais la Cour de justice de la CEDEAO aussi sait que elle est là pour essayer de calmer un peu les tensions. Donc la Cour de justice aussi peut prendre le sujet à bras le corps pour se pencher et puis rendre rapidement, disons, son arrêt concernant la saisine du PASTEF. Donc ça peut arriver. Nous ne disons pas que c'est exclu. Mais ce que moi, je ne trouve pas normal, c'est de faire une déclaration publique et de prêter l'intention, mais de donner l'image comme quoi le PASTEF met la pression sur la Cour de justice. La Cour de justice de la CEDEAO ne reçoit aucune pression et nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a diligence qui est faite au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et nous voyons que tous les sujets qui sont inscrits au rôle, tous les sujets sont débattus et il y a des arrêts. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi, Guillaume, que le sujet PASTEF, c'est un sujet politique. C'est un sujet politique. Le PASTEF ou bien Sonko est opposé à un système. Et c'est ce système qui a aujourd'hui les rênes de la gouvernance. Ce n'est pas une question de religion. Qu'est-ce que le camp d'en face va faire pour que vous ne puissiez pas avoir assez de marge de manœuvre? Donc je crois que le camp de Macky Sall l'a fait et continue de le faire. Maintenant, quels doivent être les rapports entre le PASTEF et puis l'État sénégalais? Donc je crois que les avocats sont mieux outillés. Ils ont bien fait de saisir la Cour de justice de la CEDEAO en attendant que la Cour suprême se prononce. Peut-être qu'ils n'ont pas foi en les délibérations de la Cour suprême du Sénégal. Mais nous disons que la Cour de justice de la CEDEAO va se prononcer et nous tous, nous allons prendre conscience, connaissance de cette décision, de cet arrêt. Mais est-ce que on peut dire que c'est parce que la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie que, disons, l'arrêt sera favorable? Personne ne saurait le dire. Mais tout compte fait, la Cour de justice de la CEDEAO ne se réunit pas à huis clos. Il y a toujours les plaidoiries des avocats, les motivations des recours. Et lorsque c'est juste, donc je crois que la Cour de justice de la CEDEAO
va se prononcer. D'ores et déjà, le gros rôle revient aux avocats du PASTEF. C'est à eux de jouer leur partition, pas sur les médias, mais d'aller dans les couloirs de la Cour de justice de la CEDEAO pour essayer de faire rapidement les choses pour que cette audience soit tenue. Nous avons la chance aujourd'hui qu'il y ait des audiences même délocalisées de la Cour de justice de la CEDEAO. Il y a des audiences même en visioconférence. Donc là, ils peuvent user de leur relation, de leur pouvoir pour rapidement amener la Cour de justice de la CEDEAO à connaître du sujet. Et lorsqu'on dit connaître du sujet ne voudrait pas dire qu'on rende une décision en ta faveur. Okay. Alors, pasteur, est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO pourra se prononcer dans les 48 heures, comme le demande le pasteur, pour pouvoir situer les responsabilités, peut-être permettre à ce parti de se présenter à la présidentielle? Non, la Cour aussi a son agenda et on ne peut pas lui forcer la main pour pouvoir saisir ce dossier et de le délibérer le plus tôt possible. Donc je pense bien quand même que il fallait laisser la latitude à la Cour de pouvoir de prendre connaissance du dossier, de l'étudier avant de pouvoir se prononcer. C'est vrai quand même que du côté de PASTEF, on estime qu'on est presque déjà en retard parce qu'il faut rapidement rétablir. Il faut les parrainages. Il faut très rapidement rétablir le PASTEF dans ses droits afin de pouvoir trouver le candidat. Si au cas où ce ne serait pas son co. On ne sait jamais. Tout ça, là, ça va prendre du temps. Donc, c'est pourquoi je pense que, en enjoignant, en intimant l'ordre à la Cour va faire diligence. Mais je ne pense pas que c'est comme ça. De toutes les façons, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un dossier hautement politique. Vous savez, le Sénégal a du poids et Prédo l'a dit tout à l'heure, que ceux qui sont au pouvoir, ils ont presque, c'est eux qui sont à la manette. Donc, ils peuvent peser aussi de leur côté pour que la Cour ne se précipite pas sur le dossier, n'accélère pas les procédures. Mais tel que je connais les juges là, j'ai décidé de leur faire de leur s'asseoir sur ce plateau parce que il y a beaucoup de dossiers qui ont quitté le Togo et qui ont trouvé quand même satisfaction par rapport aux citoyens et autres. Donc la Cour a tout son temps pour pouvoir travailler sur ce dossier. On espère l'issue. Même si les partisans de PASTEF sont déjà en retard, il va falloir donner du temps à la Cour pour que ce dossier soit tranché une fois demain. Parce que nous le disons, la dissolution de ce parti, vraiment, c'est de l'arbitraire. Hein, c'est de l'arbitraire, c'est injuste et je ne pense pas que le Sénégal mérite ce genre de comportement par rapport à un opposant qui dérange, ce n'est pas normal. Heureusement ou malheureusement, vous n'êtes pas juge à la Cour de la CEDEAO pour vous prononcer. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai déjà donné la piste, la voie à la Cour de pouvoir agir. Oui, Credo. Oui, non, mais moi, je voudrais seulement qu'on revienne sur, disons, une situation. La Cour de justice de la CEDEAO n'est saisie que lorsque les voies de recours sont épuisées. Et nous avons vu qu'au moment où on saisit la Cour suprême du Sénégal, c'est au même moment où on saisit la Cour de justice. Oui. Donc les juges de la Cour de justice vont dire que... La recevabilité, ils vont se prononcer sur la recevabilité parce que, avec le principe d'épuisement de voies de recours à l'instance nationale, donc tant que la Cour suprême du Sénégal... Il faut attendre le délibéré de la Cour suprême. Et la Cour suprême du Sénégal va prendre tout son temps. Donc là, une fois que le délibéré n'est pas fait, donc la Cour de justice de la CEDEAO ne peut pas prospérer, disons, dans l'étude de ce dossier. Donc, c'est un point que je voudrais ajouter. Et les avocats de PASTEF le savent. Pourquoi est-ce ils ne se sont pas pris à temps pour épuiser les voies de recours au plan national? Et maintenant, on veut faire du spectacle politique en enjoignant à la Cour de justice de la CEDEAO de se prononcer dans 48 heures. Donc, je crois que les avocats ont failli à un certain niveau. Maintenant, ils veulent, disons, adouber l'opinion en disant que nous mettons la pression sur la Cour de justice de la CEDEAO. Ils savent pertinemment que du moment où les voies de recours sur le plan national ne sont pas épuisées, donc la Cour de justice de la CEDEAO peut dire nous ne recevons pas
sur la forme, donc on ne peut pas se prononcer. Donc il y a aussi cet aspect qui est très important. Prosper Aboklou, est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui que la Cour de justice se prononce en prenant en compte toutes ces contingences, hein, puisque les requêtes ont été formulées au même moment à la Cour suprême du Sénégal et à la Cour de justice de la CEDEAO? Donc, je crois quand même, en résumant tout ce que mes prédécesseurs ont dit, on a la solution. Vous savez, depuis, dans ces affaires juridiques, c'est vrai que le pasteur a donné un sein blanc à la Cour de justice de la CEDEAO. On sait ce qui se fait. Mais dans le contexte actuel, vous savez, quand on parle de la démocratie sénégalaise comme un exemple, moi, je l'ai toujours pris par le bout des doigts, par Saint-Dega, parce que, vous savez, le Sénégal, c'est un territoire complet de la France, c'est une suite de la France. Et c'est ce qui est souvent décidé par là qui se fait. Et aujourd'hui, si on en est là, et pour que le PASTEF ne passe pas, ne soit pas admis à déposer même une candidature, qu'on ait pris la décision de le dissoudre contre toute loi juridique, c'est commandité de quelque part. C'est un processus dans lequel on est. Aujourd'hui, moi, je suis un peu dubitatif si les propos, enfin, va-t-en-guerre, souvent qui émanent donc de cette situation-là, ne vont pas peser encore sur les rois. Oui, ce que mes prédécesseurs ont dit me confirme vraiment dans ma conviction, si vous me permettez cette éthologie, que finalement, on en sera ici et que les élections vont se passer au Sénégal sans qu'on ne dira rien, parce que les décisions sont prises quelque part. Et à cette cour-là, on peut intimer l'ordre, oui, les procédures normales ne sont pas respectées à partir donc de la délibération de la Cour suprême nationale. Oui. Donc, on ne peut pas aller ici et délibérer, parce que c'est en fonction de ce que la Cour suprême va décider là. Peut-être que avec ça qu'on fait, on peut faire appel auprès de la Cour de justice. Voilà, donc, je crois quand même que je suis dubitatif, je doute encore très fort vraiment que les décisions soient téléguidées de quelque part pour dire que Sonko, il faut dissoudre ce parti. Parce que, je vous dis et je le répète, le Sénégal n'est qu'une suite. C'est un semblant de démocratie, c'est-à-dire que tout est téléguidé à partir du premier président, Léopold Sédar Senghor, qui, entre-temps, avait fait emprisonner son premier ministre à l'époque. Prosper Aboklou, on ne va pas trop aller dans les détails. Puisque l'État est contre nous, expliquez-moi un peu ce que vient chercher la France dans toute cette affaire-là. Je dis quelque part, vous avez compris, si... La France est un territoire d'outre-mer. Le Sénégal n'est pas... Le Sénégal est indépendant. Non, le Sénégal est indépendant. Oui, cette indépendance-là, vous la comprenez bien que moi. Alors, que vient faire la France dans cette affaire? Mais je dis, tout ce qui se passe au Sénégal est téléguidé de là. C'est une suite du territoire français. N'est-ce pas aussi une manière de dire que les dirigeants sénégalais n'ont pas eu la main libre quand même? N'est-ce pas trop les décharger? Je peux vous aider. Il fallait dire que les discours de Sonko n'ont jamais arrangé la France. Voilà. Donc, elle fera tout et tout pour que Sonko ne soit pas candidat et que ne soit pas élu. Alors, en quelques secondes, puisque nous avons encore quelques secondes à grignoter, Pasteur, vous félicitiez tout à l'heure la Cour de justice de la CEDEAO. Non, il n'a pas dit indépendance. Est-ce que vous pensez que la France pourra lui intimider des ordres aussi? Non, moi, ce que je dis, je ne veux pas faire, comme il a dit, je ne veux pas faire cette comparaison par rapport à la France et la Cour suprême, c'est la Cour de la justice de la CEDEAO. Mais ce que je dis, sa dissolution, la dissolution du parti, et voilà c'est une décision interne du Sénégal. Oui, c'est une décision interne du Sénégal. Mais Sonko n'est pas bien vu par la France. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. Et dans ce discours, surtout, il a dit que la France lève le cou. Lève son genou du coup de l'Afrique. Je crois que ça, là, déjà, vous comprenez ce que ça veut dire. Ok, merci. J'apprécie cette réserve du pasteur Edo Komi qui fait preuve de responsabilité. Donc, j'aurais souhaité, ou bien je souhaite qu'on ne cherche pas à retrouver la France derrière tous les problèmes que nous avons en Afrique. Bon, derrière le problème du Sénégal, la France peut être là. Merci beaucoup. Là, il ne faut pas tout le temps prêter des intentions à la France ou bien dire que c'est des actes qui sont posés. Toujours les ficelles. Sinon, nous sommes en train de faire des analyses. On n'a pas les éléments pour prouver que la France serait derrière ce qui se passe. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.
émission.